tous. En ma qualité de militant local, militant Maïf, mandataire du conseil d'administration, prof d'histoire-géographie, l'essentiel de mon temps, je vous souhaite déjà la très grande bienvenue. À vous les sociétaires du Mans, à vous aussi les sociétaires, puisque au cas où vous n'auriez pas vu, la conférence est filmée et retransmise en streaming direct auprès de plus de 300 personnes. Donc bonsoir à tous, merci. Merci d'avoir répondu à cette invitation autour d'un thème un petit peu particulier, histoire et prospective, qui peut interpeller, qui peut surprendre un petit peu, parce qu'on est plutôt habitué à associer l'intelligence artificielle avec quelque chose de plus futuriste. On va essayer de faire les deux, en se rappelant aussi que l'intelligence artificielle existe déjà depuis plus d'une cinquantaine d'années, que Garry Kasparov a été battu par les ordinateurs, ça fait déjà une vingtaine d'années. Donc les choses s'accélèrent aujourd'hui dans tous les domaines. Il n'y a aucun domaine de la société qui n'ait pas été concerné à un moment ou à un autre par, les bouleversements liés à l'intelligence artificielle. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la banque, des avocats, de toutes les professions sont ciblées, concernées à un niveau ou à un autre. C'est ce qui nous intéresse de voir, nous aussi, puisque en termes d'assurance, en tant que société d'assurance, bien évidemment, nous sommes impactés et concernés, et vous, en tant que sociétaire, et en tant que client ou consommateur par ailleurs, bien évidemment que oui, et aussi. Et donc, nous, au côté Maïf, notre pari, c'est de dire l'intelligence artificielle, oui, ça présente un certain nombre d'interrogations, de doutes, de réserves. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas aller sur ce champ-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on approche ce domaine? Comment est-ce qu'on l'apprivoise? Comment est-ce qu'on l'utilise? La réponse, ben, vous en doutez bien, on l'utilise, puisque la réponse Maïf, ça a été de dire que oui, c'est avant tout un atout, que oui, c'est une révolution industrielle, mais une révolution industrielle comme il y en a eu d'autres dans le passé, que comme tout outil, ça s'approche, ça se dompte, ça se canalise, ça peut s'utiliser. Et s'utiliser aux fins Maïf, ça veut dire qu'effectivement, il faut une pratique éthique, qu'il faut une intelligence artificielle éthique, responsable de ses utilisateurs, qu'il s'agisse des salariés de la Maïf et qu'il s'agisse bien évidemment surtout des sociétaires de la Maïf. Voilà, c'est un petit peu la présentation de cette soirée. Je vous invite d'avance à deux choses. On vous a distribué des petits questionnaires de satisfaction que nous vous encourageons à nous remettre à la fin de la soirée, d'une part, et d'autre part à nous accompagner un tout petit peu plus loin à l'INSPE qui nous accueille et que je remercie de nous accueillir pour un verre et un pot de l'amitié où nous aurons l'occasion de vous montrer aussi 2 ou 3 ateliers, notamment autour de l'intelligence artificielle et la Maïf. Voilà comment est-ce qu'on pratique l'intelligence artificielle chez nous, avec un labo de l'université qui vous montrera aussi un certain nombre de choses, et puis une autre structure Mancel. Parce que ce qui est curieux aussi, ça a été une de nos interrogations. Fait-on un tel thème au niveau du Mans, alors que le Mans n'est pas forcément des villes parmi les plus réputées de l'Hexagone pour sa pratique de l'intelligence artificielle, des startups. Et pourtant, il y a un certain nombre de ressources et de pépites. Donc oui, ce choix a été confirmé par, normalement, je croise les doigts, par un certain nombre de structures que vous découvrirez par la suite. Et puis un grand merci à Dominique Cardon. Je vous laisse entre ses mains et je vous souhaite une très bonne soirée. D'abord, je voudrais remercier la Maïf. Je voudrais aussi vous féliciter, vous, pour être comme ça venu en fin d'après-midi et passer quelques heures dans un amphithéâtre pour écouter parler d'intelligence artificielle. Je vous trouve très courageux et courageuse. Je vais essayer d'être le plus simple possible, mais évidemment, il y a des aspects, en tout cas de moi, ce qui m'intéresse dans l'intelligence artificielle, qui sont à certains moments un tout petit peu techniques. Donc j'irai très vite. J'essaierai d'être le plus simple possible. Je suis professeur de sociologie, donc je ne suis pas du tout informaticien. Donc, et pourtant, on va entrer dans un monde qui est un monde d'informaticiens. Il faut vraiment le dire. Mais au Media Lab de Sciences Po, on s'intéresse évidemment dans une discipline qu'on appelle Science et Technologie Studies, d'étudier les articulations entre la science
et la technologie. Et c'est d'une certaine manière ça que je voudrais essayer de transmettre ce soir. C'est que finalement, on a des enjeux de réflexion, d'éthique, de politique, d'innovation technologique, qui sont de savoir comment, et ce n'est pas l'intelligence artificielle en soi qui porte ce sujet, comment on articule nos sociétés, nos individualités, nos vies, nos représentations, nos désirs, avec l'incroyable développement des environnements sociotechniques dans lesquels nous vivons. Vous le savez tous, mais on l'oublie parfois, à quel point nous sommes des humains, voilà, d'une certaine manière, que parce que nous sommes aujourd'hui entièrement équipés de toute une série de dispositifs qui nous entourent. Alors, peut-être pour introduire le point de questionnement, qui sera un peu le fil rouge d'un exposé décousu, je m'en excuse par avance, et qui va en partie être historique, et qui va finalement fonctionner en deux temps, un temps historique, puis essayer de comprendre pourquoi l'histoire est nécessaire à la compréhension des enjeux futurs de l'intelligence artificielle. Je voudrais introduire un débat qui est très très classique, qui est très très simple, et qu'on peut résumer à un moment anecdotique presque de l'histoire de l'informatique, qui est extrêmement clair et qui est, je trouve, une bonne manière d'entrer dans le problème. À Stanford, dans les années 60 et 70, il y avait deux laboratoires en compétition, et deux laboratoires qui étaient dirigés par des personnages qui vont être incroyablement influents dans l'histoire des technologies. Et ils avaient deux visions de la relation entre les hommes et les machines, entre les automates et la société, qui n'avaient rien à voir. Voilà. Et la tension entre John McCarthy, à gauche, et Doug Engelbart, à droite, c'est d'une certaine manière une sorte de ligne de force entre deux conceptions qui traversent toute l'histoire de l'informatique jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça, je suis sûr qu'il y a des historiens dans la salle, c'est pour ça que l'histoire est si importante pour comprendre aussi les enjeux du présent. John McCarthy, à gauche, dirigeait le Artificial Intelligence Lab. Il est le créateur, fondateur, c'est sans doute une mauvaise idée, hein, mais bon, c'est lui, du terme intelligence artificielle pour désigner des activités de recherche sur l'informatique qu'il était en train de mener. Et son idée a toujours été, et il va jouer un rôle important dans l'histoire, de rendre des machines intelligentes. Et donc on est bien dans cette idée-là, hein, claire, et qui, vous allez le voir, est très présente dans notre esprit et dans nos représentations quand on parle d'intelligence artificielle. La machine, ou l'automate, ou l'artefact, ou le système technique, et souvent du coup on va en faire un robot, dispose de capacités de raisonnement et surtout de prise de décision dans lequel il se donne à lui-même éventuellement ses propres objectifs qui seraient autonomes. Cette tradition-là de l'intelligence artificielle va être dominante pendant une grande partie de l'histoire, et c'est pour ça que je vais y revenir, et elle est au cœur de la manière dont John McCarthy a toujours pensé, et beaucoup de gens qui vont porter l'histoire de l'intelligence artificielle, dans l'idée qu'on fabrique à l'image de l'humain des automates autonomes qui incorporeraient toute une série de propriétés que nous attribuons habituellement aux humains, et c'est pour ça que le terme d'intelligence artificielle, intelligence sans doute mal choisie, a été mis en place. Face à lui, au même moment, Doug Engelbart a lancé un laboratoire qui s'appelle le Augmentation Research Center, et il a une vision radicalement différente. Alors, l'anecdote, c'est qu'ils se détestaient, ils se piquaient les chercheurs les uns aux autres, enfin, voilà, il y a un tissu d'anecdotes entre les deux laboratoires de Stanford. Et son idée, c'est d'augmenter, avec des machines, l'intelligence des humains. Donc vous voyez bien, il y en a un qui veut rendre les machines humaines, et l'autre qui veut augmenter les humains. Hein, et son idée centrale est celle d'augmentation, mais l'augmentation n'est pas l'augmentation des systèmes techniques, mais c'est bien l'augmentation des humains grâce à des machines. Alors je fais ce tout petit parallèle, donc vous voyez là Doug Engelbart, dont je ne vais pas du tout vous parler ce soir, mais je voudrais simplement vous dire que, et ça va être un peu le sens du message que je vais donner, pour l'instant c'est toujours lui qui a gagné. Voilà, c'est toujours lui qui a gagné. Il est l'inventeur de l'ordinateur personnel, de
Il a joué un rôle central dans la création du lien hypertexte et donc en réalité dans la création des mondes numériques et du web, de la souris d'ordinateur, du temps partagé, de toute une série d'innovations qui font l'informatique personnelle d'aujourd'hui. John McCarthy, ça n'a pas très bien marché. Voilà. Alors je vais être très prudent, je suis enregistré, j'ai beaucoup d'amis informaticiens, etc. L'idée, vous allez le voir, était très riche. Elle a apporté des choses assez fondamentales à l'histoire de l'informatique. Mais cette idée de faire des machines autonomes, et vous voyez bien qu'avec l'autonomie, on va mettre plein de choses, jusqu'à la conscience des machines, etc., et puis toute une série d'un imaginaire qui va y être associé, n'a jamais très bien fonctionné. Bon, ces deux courants, ils sont centraux. Est-ce qu'on crée des machines autonomes à l'égal des humains, et du coup, on va engager toute une réflexion sur l'idée, elles vont nous remplacer, elles vont être plus fortes que nous, elles vont se substituer à nous, elles vont nous faire la guerre, elles vont nous détruire, etc. Vous voyez le thème se mettre en place. Ou bien est-ce qu'en réalité, on rend notre environnement, le monde, la société, plus intelligente ou plus appréhendable pour nous, pour augmenter nos propres capacités en tant qu'humains ou en tant que société. Ce débat, il est central, et il est central dans le débat sur l'intelligence artificielle. Alors, je sais que vous avez déjà eu, ou certains, je ne sais pas si vous y avez tous assisté, mais il y a déjà eu tout un cycle de conférences. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire, mais qu'on peut garder tout à fait pour la discussion future. Mais on pourrait dire, voilà, l'intelligence artificielle dont je vais vous raconter l'histoire est une très vieille chose, dont on pensait qu'elle avait disparu, et elle est revenue, et elle revient beaucoup avec ce genre de photographie, d'imaginaire. Voilà. Et cet imaginaire, c'est celui de John McCarthy. C'est le retour du robot intelligent, c'est le retour de la machine autonome, c'est le retour d'une sorte de capacité de raisonnement qui serait propre et autonome au système. Et du coup, et alors là, c'est là que je vais vraiment vous décevoir, ce que je voudrais essayer de vous dire ce soir, c'est que ce n'est pas du tout ça, le retour actuel de l'intelligence artificielle, et que c'est vrai que le retour actuel de l'intelligence artificielle est un tout petit peu plus étrange, bizarre, qui n'a pas de belles images à montrer de la même manière, mais c'est ça que je voudrais essayer de vous faire retenir ce soir, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, c'est une technique particulière qu'on appelle d'apprentissage automatique, machine learning. Et parmi les multiples, je n'entre pas dans ce débat, techniques de machine learning, une technique très spécifique qui est celle des réseaux de neurones. Et donc, je vais vous le raconter, donc je n'entre pas tout de suite. Les grands développements actuels qu'on voit sur plein de domaines sont liés à cette technique-là, celle des réseaux de neurones, appelée deep learning, pour dire que c'est un apprentissage profond. Alors, je l'ai déjà dit, pour bien comprendre les enjeux actuels, et je vais beaucoup insister là-dessus, il faut revenir à l'histoire. Et je vais essayer de vous faire une histoire la plus simple possible. Donc, quand on simplifie, on accentue certains traits, on est un petit peu caricatural. Il y aurait évidemment 1000 nuances à apporter. Mais l'idée centrale, c'est d'essayer de vous montrer qu'en réalité, nos représentations de ce que sont l'intelligence artificielle sont aussi liées, et ça c'est toujours essentiel quand on essaie de comprendre les sciences et les techniques, à des débats et des enjeux qui sont à l'intérieur même de la science. Tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Ils ne sont pas d'accord sur la manière de rendre des machines intelligentes. Et il y a des paradigmes qui sont en compétition les uns avec les autres, avec chacun fait ses progrès propres, mais d'une certaine manière, le retour de l'intelligence artificielle, c'est un énorme tournant, une énorme bascule dans l'histoire de l'informatique telle qu'on l'a connue depuis la naissance du terme intelligence artificielle. Donc, je vous redonne une date, qui est la date historique. C'est un tout petit workshop qui est devenu maintenant très célèbre dans les histoires de l'intelligence artificielle, mais en gros, ils étaient 15. Ils se sont réunis pendant une semaine pour discuter des avancées de l'informatique à Dartmouth, et John McCarthy, déjà présenté, Marvin Minsky et tous les autres sont importants, mais disons que McCarthy et Minsky vont être les pères fondateurs du grand projet d'intelligence artificielle qui naît en 1956. Quand on raconte cette histoire, on a toujours le même dessin qui revient, qui est celui-ci, et qui est assez typique, qui est de nous dire, bon, l'intelligence artificielle, c'est
C'est un peu comme les collections de mode. Il y a une collection printemps, une collection hiver. Donc il y a un printemps heureux, il y a une dynamique incroyable, ça fait beaucoup de bruit, ça promet énormément, hein, et on aura l'occasion d'y revenir, ça promet des modes de transformation, des automates, des choses qui vont être formidables, qui vont apparaître. Ça obtient beaucoup de financement, et c'est tellement brillant que ça attire immédiatement les journalistes pour en faire énormément de visibilité. Et donc, on pourrait dire c'est des enjeux entre chercheurs dans les laboratoires, mais en réalité, ça fait la une des journaux. Et puis, après le printemps, déception, finalement, c'est que ça. Oui, ça marche pas complètement bien. La promesse, vous nous aviez dit, ça va venir tout de suite, mais en fait, ça marche pas du tout. Votre truc, ce sera dans 25 ans. Les financements s'arrêtent, ça retombe. Et donc, on a eu une montée très forte dans les années 56 avec cette naissance, puis un hiver de l'IA, et puis on a eu un nouveau printemps dans les années 80, sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qu'on appelait système expert. Hein, et les informaticiens, s'il y en a dans la salle, connaissent bien ça. On a dit, on va faire des systèmes experts, c'est de l'IA. Même chose, financement, promesses, publicité. Ça ne marche pas très très bien. Et puis, dans les années 90, milieu des années 90-2000, on a vraiment cru, et moi j'ai commencé à faire de la recherche à cette époque-là, et ce qu'on me disait, non, l'IA c'est mort, oublie. Hein, ça y est, on l'a enterré. C'est un mythe des années 60, on a fait deux fois la culbute, on va arrêter avec cette histoire d'IA. C'est une promesse beaucoup trop forte à l'égard de nos sociétés, on annonce trop. Voilà. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle s'est réveillée et elle est repartie dans les années... Alors en réalité, dans les années 90, souterrainement, et massivement à partir de 2011-2013, qui est le grand moment où on retrouve les mêmes phénomènes avec l'IA. Alors, ma petite leçon, c'est de dire, ça c'est une conception très très linéaire de la science, c'est-à-dire que la science, ça essaie, ça rate, ça essaie, ça rate. On oublie de dire qu'à l'intérieur du projet scientifique de l'IA, il y a en réalité des conceptions de qu'est-ce que c'est qu'une machine intelligente, qui étaient en compétition et qui se sont transformées. Et c'est ça que je voudrais vous raconter, et c'est là que ça devient compliqué. Hein, alors, j'essaie de le faire simple, mais ces deux conceptions, ces deux représentations, c'est une IA symbolique ou une IA connexionniste. Voilà. Et si vous allez interviewer les chercheurs qui sont au cœur de l'IA aujourd'hui, ils sont toujours en train de débattre. Est-ce que l'intelligence doit être symbolique ou est-ce que l'intelligence doit être connexionniste? C'est très compliqué de définir ce qu'on entend, notamment par connexionniste. Par symbolique, on entend qu'on va transférer à travers des règles, des programmes, des algorithmes et surtout beaucoup de logique, une manière de faire des raisonnements à un ordinateur et à une machine qui va essayer de reproduire de façon rationnelle et logique, un ensemble de chemins de raisonnement. Vous voyez bien le if, then, if, then, if, then, if, then. Si on programme bien la pensée et le raisonnement, c'est-à-dire cette manière d'imaginer ou de se représenter rationnellement la pensée, la machine va être capable de reproduire et de faire les bons arbitrages et les bons choix de cette manière. C'est une description un peu naïve de l'approche symbolique, mais c'est en gros l'idée qui va animer les deux premières vagues de l'IA de façon très très forte. Le deuxième courant, je ne vais pas trop essayer de le définir, je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein. Il est connexionniste. Il cherche à dire la machine n'est pas intelligente. La machine ne produit pas de raisonnement. Elle fait autre chose qui est de percevoir à travers les données, et c'est pour ça que la question des big data est si importante, de percevoir des relations entre les données qui lui permettent de, presque par le bas, de façon inductive, de produire toute une série de systèmes d'identification et je devrais dire de perception qui sont très ajustés et qui va être au cœur des modèles d'apprentissage qui sont aujourd'hui le renouveau de l'IA. Alors je vais vous montrer une recherche, ne vous attachez pas au graphe. Quand on reprend les publications scientifiques de l'IA depuis les années 40, on voit les deux camps apparaître. Il y a bien dans les publications scientifiques le camp des connexionnistes et le camp des symboliques. Et ce que je vais utiliser dans ma présentation, c'est ce graphe un peu compliqué, mais c'est juste une timeline. Ici, nous sommes dans les années 40. Ici, on est en 1956, à la naissance
de l'IA. Et ici, on est dans les années 90, et vous le voyez, plus c'est orange, plus c'est connexionniste, et plus c'est bleu, plus c'est symbolique dans les publications scientifiques. Et c'est une meilleure histoire que l'idée que la science avance sur le même principe de façon continue. L'histoire que je voudrais vous raconter, et en tout cas le message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'en réalité, l'IA est née ici, elle nous a vendu 2 fois un projet symbolique, et que la nouvelle IA, celle qui est en train d'arriver aujourd'hui, celle dont on parle, celle qui fait l'actualité, celle dont on va voir qu'elle a des enjeux, elle est connexionniste et elle renoue avec un projet très ancien, qui est celui de la cybernétique, qui existait avant même l'existence même du terme IA dans l'histoire des sciences. Alors, je vais être simple et rapide, et du coup, complètement, je fais toujours cette précaution d'usage pour les informaticiens qui connaissent bien cette histoire, parce que je vais aller trop vite. Mais on a un premier moment, qui est cette partie-là, avant même la naissance, avant même 1956. On a appelé ça la cybernétique. Certains d'entre vous ont entendu ce mot, connaissent ou ont entendu ce personnage, par exemple, de Norbert Wiener. Ils étaient beaucoup. Hein. Moment d'effervescence intellectuelle, très interdisciplinaire. Hein. Des informaticiens, des gens de physique, des anthropologues, des neurologues, enfin toute une série de disciplines vont se mettre à discuter avec une idée. Alors ils ont développé plein d'idées dans la cybernétique, mais une idée très importante et très proche de l'idée de Engelbart, c'est l'idée qu'on crée un automate qui fonctionne avec son environnement. Il fait une prédiction sur l'environnement et puis il regarde l'erreur entre sa prédiction et le réel, et il corrige l'erreur. Et donc il y a cette idée de boucle de rétroaction où on essaye de prévoir un mouvement. Est-ce que le mouvement est bon ou pas bon? Je corrige l'erreur et j'apprends. Et donc l'automate est immédiatement lié au monde ou à la société qui l'accueille. Et ça, c'est central. Parmi les choses de la cybernétique, beaucoup de gens viennent des neurosciences. Les neurosciences de l'époque, on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau. Le cerveau est fait de neurones et de synapses, et il y a quelque chose qui circule entre les neurones, ça spike. Hein. Tout d'un coup, il y a une électricité qui va, alors une énergie qui va assembler un certain nombre de neurones qui régulièrement, plus ils sont activés ensemble, plus il y a quelque chose comme une mémorisation, une perception qui s'enregistre dans le tissu de neurones. C'est une métaphore, mais c'est une métaphore qui va être décisive. Et donc le fonctionnement, une partie des gens de la cybernétique vont créer, et 1943, l'article de McCulloch et Pitts, ils vont se dire, et si on codait en langage informatique un réseau de neurones? Alors ça ressemble à ça. Je ne vais pas le détailler, hein, mais je vais simplement vous montrer l'idée, parce que l'idée va être centrale tout à l'heure. On prend une donnée, on la multiplie par un paramètre, et puis là on met un petit activateur qui est le neurone. Si ça dépasse un certain seuil, il passe à son voisin, 1. Si ça ne dépasse pas le seuil, il reste à 0 et il ne passe pas à son voisin. Et donc, on somme les données par des paramètres et on active ou on n'active pas le neurone. C'est la description formelle, on pourrait dire, du fonctionnement d'un réseau de neurones. Cette idée date de 1943, ce qui est évidemment assez fascinant et qui, aujourd'hui, joue un rôle évidemment central dans l'histoire de l'IA. À l'époque, on n'a aucune machine et aucun ordinateur qui ait une capacité de mémoire ou de programmation qui soit capable d'enregistrer énormément de neurones qu'on met les uns à côté des autres sur le modèle que je viens de vous présenter. Du coup, on le fait en dur. Et cette machine-là, appelée le perceptron, développée par Frank Rosenblatt en 56-59, ça va prendre un peu de temps, c'est la première technique, alors on pourrait dire en dur, voilà, d'un réseau de neurones qui essaye non pas de raisonner, comme on va le voir tout à l'heure, mais qui essaye vraiment de produire des calculs statistiques à bas niveau, comme le ferait, métaphoriquement, le cerveau humain. Elle est devenue mythique pour tous les gens qui font de l'IA aujourd'hui, parce que d'une certaine manière, c'est la préfiguration des choses qui sont en train de se jouer aujourd'hui. Frank Rosenblatt va avoir un accident de bateau, il va mourir, et avec lui,
toutes les idées qui étaient derrière le modèle connexionniste du perceptron vont progressivement, non pas complètement disparaître, puisqu'on va les voir revenir, mais être complètement effacées de l'histoire de l'informatique pendant à peu près, mettons, 30 ans. Voilà. Parce qu'une étape deuxième est arrivée, et cette étape, si vous vous souvenez de mon graphe, c'est l'époque des symboliques. C'est l'arrivée du projet de John McCarthy et de Minsky et de tous les autres. Et leur projet, de façon très claire, et qui va avoir deux vagues successives, que je vous ai montrées tout à l'heure, leur projet se pose directement en opposition à la cybernétique. Et alors, ils sont tellement opposés à la cybernétique que Minsky et Papert vont même écrire un livre pour dire l'histoire du perceptron, ça ne peut pas marcher. Et alors, ils avaient des raisons mathématiques qui étaient très justes pour dire que ça ne peut pas marcher, parce qu'il n'avait qu'une seule couche de neurones, mais il suffit d'ajouter plusieurs couches pour arriver à remplir des fonctions logiques plus avancées. Et vous voyez bien que la science, c'est le message que je cherche toujours à faire passer, la science, c'est, voilà, on cherche à ouvrir des portes différentes, les chercheurs travaillent sur des pistes différentes, et ce qui va se passer en 1956, c'est qu'on va fermer la porte connexionniste pour ouvrir un boulevard à un projet qu'on va appeler intelligence artificielle et qui, lui, est massivement symbolique. L'idée que vont porter Marvin Minsky, John McCarthy, c'est on va programmer les machines pour les rendre intelligentes. Elles ne vont pas faire des petits calculs comme les connexionnistes. Il va aussi mettre en place le modèle de la promesse, on en discutera peut-être tout à l'heure, c'est constant parce qu'on a la même aujourd'hui, c'est-à-dire que les chercheurs sont parfois quand même là un peu commerciaux dans leur manière de s'exprimer en public, vont survendre leur affaire. Donc Marvin Minsky, en 1970, il dit dans 3 à 8 ans, on a une machine qui écrit et qui lit du Shakespeare, et d'autres choses du même type. Ils ont fait plein de déclarations du même type. Ils ont complètement bluffé l'ARPA et les militaires américains qui ont surfinancé la première vague de l'IA en leur annonçant ce qu'on nous dit aujourd'hui. Le robot armé pour militaire tueur pour envoyer sur les champs de bataille, la traduction automatique du russe en pleine guerre froide. Enfin, ils ont vendu toute une série de choses. Bon, en réalité, quand on allait dans les laboratoires, on voyait ça. C'est superbe. C'est superbe. Shlourdou, un des premiers langages développés par Terry Winograd, qui permettait effectivement à une machine de faire des opérations complexes dans lesquelles elle raisonnait pour aller déplacer des triangles et des carrés au bon endroit, sans que l'instruction ne lui ait été directement donnée, mais à travers un modèle de raisonnement. Tout ce qui va être fait pendant ces 30 années, c'est de développer de façon extraordinairement brillante toute une série de processus dans lesquels on cherche à rendre la machine intelligente. On va lui donner des concepts, on va lui faire manger toute une série de logiques, on va lui faire manger aussi toute une série d'exemples. On va lui dire, alors on va prendre par exemple dans les modèles de système expert, on va prendre des médecins, puis on va leur demander comment ils raisonnent. Alors on prend le pouls, si le pouls, le cœur, si le cœur, le foie, etc., etc. On va essayer de mettre dans un langage de règles explicitables des formes logiques du raisonnement que la machine pourra ensuite reproduire quand elle sera face à une situation qui lui ressemble ou une situation nouvelle auquel elle sera capable de s'adapter de façon autonome. Je ne vais pas détailler, mais ça a été fait en 2 fois, puisque je vous rappelle qu'il y a une deuxième vague de l'IA. Il y a un moment, c'est devenu sublime même. Et donc Doug Lennart, qui est toujours vivant, a fait une ontologie, c'est-à-dire qu'il a essayé de catégoriser mais tous les verbes, les sentiments, les actions, les objets, le vivant qui nous entoure, de leur mettre des étiquettes et des catégories pour qu'ensuite ce dictionnaire global en fait, du monde puisse être supporté par des moteurs d'inférence qui fassent des raisonnements à l'intérieur de cette immense usine à gaz, essayant de reproduire dans le système informatique le raisonnement des humains. Ça n'a jamais très bien marché. Je l'ai dit tout à l'heure. Et évidemment, beaucoup de critiques sont venus dire qu'il y a un problème dans cette manière de se représenter l'intelligence de la machine. Alors, dans les années 80, il y a eu énormément de travaux de philosophes, d'ergonomes et même de gens qui avaient essayé de faire de l'IA puis qui sont devenus des renégats de l'IA, d'une certaine manière, dire voilà pourquoi ce projet ne peut pas marcher. Et
il y aurait 1000 explications, mais une des explications, vous sentez bien l'idée, c'est que une partie de notre intelligence n'est pas incorporée dans des règles que l'on peut expliciter, formuler, transférer à la machine, qui ensuite va les appliquer. Il y a énormément de choses qui sont implicites. Même pour résoudre le même problème, nous pouvons utiliser des heuristiques, c'est-à-dire des systèmes de raisonnement, qui peuvent être différents parce que le contexte dans lequel on cherche à résoudre le problème n'est pas le même. Donc en réalité, l'intelligence, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus contextuel, de beaucoup plus implicite, de beaucoup plus corporel, sans doute beaucoup plus lié à nos émotions que tout ce qu'on a essayé de faire dans le projet symbolique de rendre les machines rationnelles, logiques et intelligentes. Je vous ai dit tout à l'heure que quand moi j'avais commencé à entrer dans découvrir des collègues de ce milieu-là, le message c'est « arrête, ça ne marche pas ». Voilà, arrête, ça ne marche pas. Alors, je finis mon histoire, c'est qu'on a bien une troisième étape. À partir de... Alors, on le voit publiquement en 2010, mais en réalité, à partir de 1990, les voilà jeunes, ça va repartir. Des gens vont reprendre le projet qui était celui de Frank Rosenblatt et du perceptron. C'est le même algorithme, la rétropropagation de gradients stochastiques, qui vont remettre en scène et en place, avec le sentiment, alors là je vous les montre plus âgés, au moment où ils reçoivent le Turing Prize, qui est le prix Nobel, on pourrait dire, de l'informatique, avec le sentiment d'avoir été absolument persécutés pendant 30 ans. Papier refusé dans les conférences, minoré, c'est pas assez mathématique, c'est pas très propre votre affaire, c'est un truc de hacker, c'est plutôt de la bidouille que vous faites, etc., etc. Ça n'avait pas l'élégance mathématique des approches symboliques. Yann Lequin est français, dirige l'intelligence artificielle de Facebook. Geoff Hinton est en fait le chef de la bande et a beaucoup travaillé à Google et aujourd'hui à Toronto. Et Yoshua Bengio est à Montréal, qui est une des plaques dans lesquelles il s'était réfugié au moment où il n'avait plus du tout de financement dans les années 90. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous vous rappelez de mon petit modèle formel de neurones de 1943 de McCulloch et Pitts. Ils les additionnent et ils les mettent sur des couches multiples. Donc vous avez des couches de neurones qui sont reliées par des synapses et ils vont mettre des couches et des couches de ce type-là avec une idée inductive. On ne cherche pas à mettre des règles, surtout pas. On ne cherche pas à avoir des symboles qui représentent, on cherche à avoir des données les plus granulaires possibles. Les plus granulaires possibles. Et puis, à la fin, on cherche à avoir un résultat. Et puis, entre les deux, on va laisser, toujours difficile à décrire, une somme de calculs se mettre en place tout seul, sans qu'on intervienne pour lui dire « fais ci, fais ça, etc. » à tel endroit. On appelle ça « end-to-end » dans le vocabulaire des réseaux de neurones. L'image va être un endroit parfait pour ça. Une image, alors je vous raconte un instant quand même, je suis un petit peu obligé. Les gens de l'intelligence artificielle symbolique avaient beaucoup essayé de régler le problème de l'image, et donc la détection d'objets sur une image, et ils avaient essayé d'apprendre à toute une série de programmes informatiques des règles. Un chat, ça a 4 pattes, ça fait 30 à 40 cm, ça a les oreilles pointues, ça a des moustaches, etc. De décrire le chat. On fait le contour, et puis ensuite on essaie de trouver les bons descripteurs symboliques, et if, 4 pattes, if, etc., peut être chat. Voilà. Donc, le programme était lesté d'heuristiques, de règles, de symboles, d'ontologie et de manières d'essayer de faire raisonner et réfléchir la machine. Les programmes actuels de détection d'images ont bazardé et enlevé toutes ces règles à l'intérieur du système. L'image, c'est des pixels. Les pixels, ça a 3 valeurs, rouge, vert, bleu. Chaque valeur devient une entrée ici. Et puis à la fin, on sait s'il y a un chat ou pas de chat. Et on va laisser le réseau de neurones, algorithme de rétropropagation de gradient stochastique, définir lui-même les paramètres qu'il faut mettre ici. Et donc, le chat n'est pas un ensemble de règles symboliques. Le chat est un immense vecteur de chiffres qui sont les paramètres mis sur les relations
entre les neurones du système. Et je dis ça en préface des enjeux. Vous ouvrez le vecteur, vous ne voyez pas le chat. Vous voyez juste des chiffres qui sont des paramètres. Et pourtant, vous lui montrez une image et il vous dit il y a un chat, il n'y a pas un chat, il y a un chat, il n'y a pas un chat. Ça marche de mieux en mieux, ça marche même aujourd'hui de façon très, très efficace. Donc, la technologie qu'on appelle intelligence artificielle et qui est revenue, et alors elle est revenue, je l'ai raconté avec un peu comme ça de retour d'histoire, mais qui est revenue d'entre les morts quand même. Hein. C'est celle-ci qui est aujourd'hui en train de faire des prouesses assez importantes dans le monde de l'IA. Je suis obligé, mais je ne vais pas m'y attarder, mais je suis obligé de le dire parce qu'évidemment c'est essentiel. Elle ne peut le faire qu'avec deux conditions centrales. Hein, deux conditions absolument centrales. Et Frank Rosenblatt, en 1957, il ne pouvait absolument pas faire ça. Hein, et c'est pour ça qu'il faisait des vrais fils pour conduire du courant dans son perceptron. Il faut des capacités de calcul de l'ordinateur qui sont absolument colossales. Et donc, un des enjeux actuels, on pourrait dire, de l'IA, c'est de maîtriser des capacités de calcul absolument prodigieuses, qui du coup ont des conséquences, je le dis en passant, environnementales absolument considérables, hein, il faut le dire, et qui a aussi une conséquence économique qui est très centrale, c'est qu'évidemment, ceux qui disposent de ces capacités de calcul, ce n'est pas les universités, mais les centres de recherche des grands opérateurs du web que sont Google, Facebook et les autres. Il faut augmenter les capacités de calcul, mais il faut aussi énormément de données. Et la numérisation est l'autre vecteur de cette révolution. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec 10 photos de chat pour apprendre un modèle de chat, il faut 10 000 photos de chat. Et je dis 10 000, c'est souvent 100 000. Hein. Donc en réalité, c'est parce que nous avons numérisé toute une série de choses dans nos activités que nous avons des données à partir desquelles ces techniques peuvent apprendre des modèles selon la méthode des réseaux de neurones que je viens d'évoquer tout à l'heure. Alors, je vais pouvoir basculer sur ma deuxième partie, qui est d'essayer de voir quels sont les enjeux, mais juste un instant pour vous dire quelles sont les prouesses réalisées par cette technique. Alors, en même temps, je voudrais le dire comme ça. Ça a bluffé tout le monde. Voilà. Ça a bluffé tout le monde, parce que tout d'un coup, quelque chose dont on disait que ça ne marchait pas s'est mis à marcher de façon assez incroyable. Mais en même temps, ça marche sur des tâches qui sont très spécifiques. Et donc c'est aussi le message moi, que je voudrais faire passer, c'est qu'on voit bien que le deep learning, donc il s'agit du deep learning, est en train de réaliser toute une série de choses très originales et très impressionnantes, mais qu'en même temps, raisonner, comme le voulaient les gens de l'IA symbolique, prendre des décisions de façon autonome, être dans des environnements complexes, il n'y a aucune solution du côté du deep learning actuellement qui soit raisonnablement pertinente. Il y a des promesses, mais il n'y a pas beaucoup de solutions. Ça va jouer du coup dans tous les endroits où on a beaucoup de données et un signal qui granulairement est très efficace. Alors l'image est parfaite pour ça, hein, et là-dessus ça marche très bien. Je pourrais vous détailler plein de résultats de recherche qui sont fascinants. Par exemple, en histoire de l'art, hein, alors évidemment, les historiens de l'art sont un peu décontenancés par cette affaire, mais vous mettez un tableau, hein, et ça a appris toute l'histoire de l'art, etc. Ça vous le date, ça vous le met dans le bon genre, ça vous le met dans le bon pays, etc. Ça vous trouve l'artiste de façon incroyablement fine, alors que la machine ne connaissait pas. Voilà. Vous prenez dans le style caravagesque, on pourrait dire, vous avez appris avec le Caravage, mais vous allez trouver la peinture caravagesque qui va être identifiée assez facilement. Mais peut-être que le modèle que vous connaissez le plus est l'endroit où, d'une certaine manière, l'IA a... Voilà, alors, c'est tous ceux qui utilisaient des traducteurs automatiques de l'époque symbolique. Alors, qu'est-ce que faisait l'époque symbolique? L'époque symbolique, elle essayait d'apprendre à la machine la syntaxe, la grammaire, des ontologies, elle mettait plein de règles pour essayer de transformer l'IA en grammairien, hein, et en traducteur sophistiqué des langues. Google est arrivé, avant Google, il y avait quelques autres, mais enfin, les gens sont arrivés, il y a un directeur d'IBM qui a eu cette phrase absolument cruelle et très cruelle pour les sciences sociales, mais je pense qu'il ne faut pas la prendre à mal. Mais il a eu cette phrase qui dit « Chaque fois que je vire un linguiste, mon modèle est meilleur. Hein ». Ils ont tout enlevé. Pas de grammaire, pas de syntaxe, etc. On enlève. On prend d'abord statistiquement des textes extrêmement nombreux, et puis aujourd'hui, on fait des modèles de la langue avec un volume mais absolument considérable de textes
et la traduction automatique qui faisait des tout petits progrès. Vous voyez, ça a avancé un tout petit peu, mais ça marchait très mal quand même. A tout d'un coup, et d'un seul coup, elle a fait un énorme progrès dans les modèles qui sont mis en place. Et elle l'a fait parce qu'elle a appris la langue sans apprendre les règles de la langue. Et c'est ça l'originalité des techniques, on pourrait dire, de méthodes d'apprentissage aujourd'hui, qui ont toute une série de sous-domaines. Alors voilà, je ne vais pas entrer dans ces sous-domaines, mais dès qu'il faut reconnaître, dès qu'il faut percevoir un signal du texte, de la voix, de l'image, etc., on a avec les réseaux de neurones une technologie qui fait quelque chose d'assez original et qui est en train effectivement de transformer nos sociétés. Dès qu'il s'agit de prendre des décisions, de raisonner, de passer d'un contexte à un autre, etc., ces technologies-là ne sont pas capables de faire quelque chose de très pertinent. Je m'excuse pour l'anglais, mais le cœur de cette affaire, c'est que vous voyez qu'à l'intérieur de cette histoire, on a deux manières très différentes de définir l'intelligence des machines. Alors on projette de façon anthropomorphe, on projette beaucoup de nos propres idées de l'intelligence, mais on a eu beaucoup un projet qui était un projet rationaliste de l'intelligence. Et en réalité, ce que font aujourd'hui les techniques d'IA, je les ai peu développées, mais vous voyez bien l'idée, la voiture autonome, c'est entièrement avec de la computer vision, donc c'est vraiment des techniques de reconnaissance comme ça. Elles arrivent à percevoir le monde de façon originale et relativement correcte aujourd'hui, mais donc c'est une intelligence perceptive, consommatrice de données, et qui s'appuie sur des modèles où il faut beaucoup de données pour apprendre. Et donc, la petite idée de Doug Engelbart en conflit avec John McCarthy se retrouve. Et Doug Engelbart a encore gagné dans cette affaire. En tout cas, pour l'instant, parce que ça peut changer. C'est qu'en réalité, ce qu'on appelle l'IA, ce sont des modèles que l'on fabrique avec le monde. Le monde, c'est les big data, c'est les données, c'est tous nos gestes, nos comportements, nos traces numériques, etc., qui permettent de donner des données à des systèmes qui vont ensuite apprendre. Et donc l'articulation est bien celle de nous rendre plus intelligents avec l'environnement plutôt que celle de faire des machines intelligentes et fortes. Alors, je voudrais essayer rapidement d'entrer dans des défis contemporains de cette histoire, que j'espère que je ne vous ai pas complètement perdu dans mon affaire, mais voilà, cette histoire un peu double de l'IA. Et la première est très très liée à justement la question de la façon dont nos sociétés se représentent ces machines. Et je crois que c'est un défi assez central. Alors je vais vous montrer, sans vous l'expliquer, mais le graphe d'une recherche qu'a faite Maxime Crépel au Media Lab. Il a pris un nombre considérable, 29 000, d'articles en anglais à propos de l'intelligence artificielle sur une dizaine d'années. Et puis, le graphe, là, représente des relations entre des mots, des articles. C'est un mapping de co-occurrence de mots dans cette affaire. Et ça fait apparaître, les journalistes, évidemment, qui parlent de l'IA, font apparaître toutes les thématiques qui sont aujourd'hui beaucoup dans nos questionnements aujourd'hui, celles des robots tueurs, celles de l'automatisation du travail, celles des algorithmes, celles des deepfakes, celles de l'éducation, etc., qui sont tous les enjeux de l'IA. Mais quand on regarde bien ce graphe, ce qu'a fait Maxime, c'est qu'en réalité, on peut le couper en deux. Et qu'on a en fait deux types de débats. On a un débat qui porte plutôt sur ce qu'on pourrait appeler les algorithmes, et puis un débat qui porte plutôt sur ce qu'on pourrait appeler les robots. Et cette ligne de partage, ce clivage, il correspond exactement à la manière dont, en réalité, on est dans le débat sur l'intelligence artificielle avec deux types de questionnements qui sont aussi deux types d'imaginaires qui sont extrêmement présents. L'imaginaire des robots, c'est ce qui nous reste de toutes les représentations dont nous héritons de l'intelligence artificielle symbolique. Et beaucoup de nos discussions, on est encore en train d'imaginer l'intelligence artificielle symbolique. Vous avez parlé tout à l'heure de Marvin Minsky, en 1956, fondateur avec McCarthy du groupe qui va fabriquer l'intelligence artificielle. Il était le conseiller scientifique de Stanley Kubrick pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Et il a fabriqué
avec d'autres, beaucoup d'autres, mais tout cet imaginaire de science-fiction, de l'autonomie du système technique, et beaucoup de nos discussions sont relatives à ce monde de l'IA, alors que, j'aurais envie de dire, mais parce que moi je suis plus terre-à-terre en fait dans ce débat, qu'il y a tout un pan de problèmes ou de discussions ou d'enjeux autour de l'IA qui ne sont pas du tout liés à l'idée de la machine autonome, parce que ça ne fonctionne pas vraiment, voilà, mais qui sont beaucoup plus liés au fait que nous sommes de plus en plus calculés. Et que ce calcul, il est partout, il est dans nos vies, dans plein d'applications, dans énormément de choses que vous connaissez, que vous rencontrez, dont on va discuter partout, et que du coup, c'est plus un problème de la manière dont nous faisons société avec ces nouveaux calculs et avec ces algorithmes, qui sont constamment présents, qui sont les enjeux de l'IA les plus présents. Alors, avec Maxime, on a repris dans les articles les mots, alors vous ne pouvez pas les lire ici, donc ça n'a pas grand sens, mais les mots des robots et les mots des algos. Les mots des robots, c'est conquérir, enslave, enfin, vous voyez, c'est des mots du pouvoir, c'est les mots de la force, c'est les mots d'une certaine manière, d'un immense conflit et d'une guerre entre les machines et les humains, alors que les mots des algorithmes, qui sont typiques des mots, on pourrait dire, des problèmes les plus contemporains, filtrer, effacer, supprimer, censurer, discours de haine, etc., 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 qui sont les choses que nous rencontrons aujourd'hui et dans lesquelles l'IA est de plus en plus impliquée. Donc voilà, mon premier enjeu, c'est peut-être de nous défaire en partie de toute une mythologie qui s'est constituée autour de l'idée que l'IA, c'est une armée d'intelligence qui vont venir prendre la place des humains, mais plutôt de se dire, non, ça, pas tout à fait ça actuellement. Peut-être un jour, hein, les gens de l'IA n'ont pas abandonné le projet symbolique de très très loin, mais c'est toute une série de calculs qui peuvent être injustes, qui peuvent discriminer, qui peuvent créer des biais, qui peuvent capturer notre attention et qui, eux, sont incroyablement présents parce qu'ils sont déjà là, à la différence des fameuses machines autonomes. Je voudrais aller sur un deuxième enjeu. Alors là, je vais vous ennuyer dans un truc un peu plus particulier, mais en même temps, vous allez voir, l'idée est très simple. Hein. Mais alors, évidemment, elle intéresse les sociologues. Et moi, c'est un axe de travail important dans mes travaux, parce que ces techniques d'apprentissage sont en train de modifier la manière dont nous représentons nos sociétés. Alors, je vais essayer de vous montrer avec des petits dessins très très rapide, mais les techniques de représentation de la société sont venues de la statistique. Et ils ont essayé de mettre ensemble on va dire des individus, et puis des objets, des biens, des pratiques, des croyances religieuses, des opinions politiques, etc. Qu'est-ce qu'a fait la statistique? Elle a établi des régularités, ou en tout cas des liens, entre certains types d'individus, et ces individus, on va les catégoriser, par leur âge, par leur sexe, par leur profession, par leur diplôme, par leur territoire, etc. Et puis certains types de pratiques, là la lecture, par genre de pratique, est-ce que c'est des livres savants, pas savants, quel genre, etc., etc. Et d'une certaine manière, cette chose essentielle à nos sociétés, on ne s'en rend pas, à quel point on s'en rend compte, mais notre manière de nous représenter les relations aux autres, différents groupes sociaux, aux différents territoires, aux différents âges de la vie, c'est que nous passons par des représentations qui ont été fabriquées par les statistiques. Et ces statistiques ont essayé d'établir des régularités, non pas entre un individu et un ouvrage, mais entre la catégorie qu'on a posée sur un individu et la catégorie qu'on a placée sur un ouvrage, une pratique, d'une manière ou d'une autre. Et cette invention, elle s'est faite de façon centrale, au XIXe siècle, avec le déploiement massif de la statistique, démographie, criminologie, sociologie, économie, marketing. Toutes ces disciplines décrivent la société en posant des catégories sur les gens et sur les choses afin d'établir des régularités fortes entre ces choses. Je vais vous prendre un exemple caricatural. Je m'excuse pour la caricature, il ne le mérite pas, sans doute un des plus grands livres de la sociologie française de Pierre Bourdieu. Il a produit on appelle des plans factoriels de ce type-là. Et dans ce plan factoriel, vous avez donc des choses et des individus, belote, football, et vin rouge ordinaire, accordéon, travailleurs qualifiés. Piano, golf, bridge,
cadres du secteur privé. Donc, c'est caricatural, voilà, mais statistiquement, c'est pas faux. Voilà, hein. Et on le sait bien, plein de nos raisonnements, plein de nos manières de nous représenter la manière dont nous faisons société, c'est que nous passons par des descripteurs qui sont catégoriels. Les gens sont à peu près stables, âge, sexe, revenus, voilà, on les qualifie. Et puis, ils ont des pratiques qui sont à peu près régulières, et donc, on a des chances de les associer de façon un peu forte. Alors, j'ai été naïf et caricatural, mais je pense que cette manière de faire groupe, ou de nous représenter les autres, elle passe par des catégories. Voilà, elle passe par des descriptions catégorielles du monde. L'IA nous dit autre chose, hein, mais je pense que c'est au cœur des transformations de nos sociétés. Elle dit on pourrait représenter la société sans la décrire par le haut, avec ces systèmes de catégories, âge, sexe, revenus, etc. Mais on pourrait essayer de trouver quelque chose de plus personnel chez chacun, qui fait qu'on répondrait à la demande essentielle de nos sociétés de ne pas être des numéros ou des catégories et de se singulariser de façon forte aujourd'hui. Nous ne sommes pas exactement bien représentés par la manière dont les démographes, les criminologues, les économistes, etc., nous mettent dans des cases. Sortir de la case, montrer qu'on a une singularité et une personnalité, dire qu'en réalité, ce qu'il faudrait nous donner, nous recommander, nous suggérer, etc., ça ne dépend pas de cet système d'enfermement par le haut qui a été mis en place, et qui est toujours mis en place, hein, qui est toujours là de façon centrale, mais qu'on pourrait nous calculer par le bas. Voilà. Et je pense qu'en réalité, le projet de la plupart des usages de l'IA dans les mondes numériques, qui sont ceux que j'étudie aujourd'hui, c'est cette idée-là centrale de la singularisation, avec une idée très forte et très juste en réalité. C'est que dans des sociétés qui s'individualisent, on n'est pas tout le temps la même personne. Voilà. Et que cette manière un peu stupide qu'a le marketing, l'école, l'État, etc., de vouloir nous mettre dans des catégories, ne capture pas bien le contexte. En réalité, le projet des big data, et plus des big data que de l'IA d'ailleurs, c'est d'arriver à avoir assez de données sur nous. La question de la catégorisation est un problème qui est en fait au cœur des attentes et des demandes sociales contemporaines. Vous voyez bien l'idée de la personnalisation. Spotify et Deezer essayent de ne pas vous mettre dans un genre de musique. Ils vont essayer de savoir, à travers les musiques que vous avez écoutées et les musiques que vous avez skippées, d'essayer de faire un profil qui est plus subtil que de simplement vous enfermer dans un genre de musique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les utilisateurs des algorithmes de recommandation musicale, c'est des gens qui aiment beaucoup les musiques et qui découvrent à travers les algorithmes. Parce qu'en réalité, il a essayé de comprendre quelque chose qui est plus personnel et qui est plus fin dans votre projet. L'objectif, évidemment, c'est aussi de sortir de toutes ces descriptions, mais je l'ai déjà dit, qui vous enferment dans des groupes et qui vous enferment durablement dans des groupes pour essayer de vous personnaliser. Un des cas typiques, hein, qui est sans doute l'exemple. Alors, il est bien cet exemple parce qu'il marche tellement mal qu'en réalité, ça montre aussi que cette promesse n'est pas bien réalisée. Mais vous savez que quand vous avez de la publicité sur Internet, hein, vous cliquez sur une page, il y a un cookie dans votre navigateur qui est envoyé à un système d'enchères électroniques qui va regarder les traces de vos navigations passées, les comparer à une base de millions d'autres traces de navigation passées. L'annonceur va faire une enchère sur un affichage publicitaire. Celui qui gagne l'enchère l'affiche sur votre site. Il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre âge, il n'y a pas votre sexe, il n'y a pas toutes ces histoires de marketing, etc. Il n'en a pas besoin. Ce qu'il cherche, c'est la trace de vos navigations. Et donc on passe en dessous de la catégorisation pour essayer de vous décrire avec un argument qui est au cœur, je pense, on pourrait dire, de l'imaginaire et de l'idéologie de la personnalisation et des big data, qui est de dire on ne donne pas aux gens ce qu'ils pensent aimer, mais ce qu'ils font réellement. Et donc ça, on appelle ça comportementalisme. C'est-à-dire qu'en fait, l'information qui intéresse sur la société, c'est pas l'information sur les désirs, les représentations, les projets, les imaginaires du futur que chacun pourrait avoir. C'est de se dire, les gens ne sont pas à la hauteur de leur représentation. Vous savez que si on se demande aux Français, il y a 30% des Français qui regardent Arte, mais si on regarde qui regarde Arte, il n'y a que 4%. Voilà. Donc il y a un décalage entre ce qu'on dit vouloir faire et puis ce qu'on fait réellement.
Hein. Et ce qu'essayent de faire les capteurs numériques et les modèles qu'ils essayent de faire, d'une certaine manière, le problème qu'ils posent, c'est essayer de définir l'individu par ses traces. Et les traces, c'est les traces de comportement. Il a cliqué, il n'a pas cliqué, il a écouté, il n'a pas écouté, il s'est déplacé à tel endroit ou il ne s'est pas déplacé à tel endroit. Donc c'est d'une certaine manière de capturer l'individu dans son comportement et pas dans les projections qu'il pourrait faire de lui-même de façon forte. Il y aurait plein d'exemples, mais je vais les passer pour aller sur 2 autres exemples et essayer de finir à l'heure. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais d'enjeux autour des algorithmes, vous en entendez beaucoup parler, c'est extrêmement technique, donc je vais être très simple, et puis si vous voulez, on entre ensuite dans le débat. Mais un des enjeux évidemment essentiels des techniques d'intelligence artificielle algorithmique, c'est de savoir si on peut les auditer et comprendre ce qu'elles font. Hein. Et si j'ai été clair en vous racontant ce que fait un réseau de neurones, l'ingénieur qui a programmé le système, l'infrastructure de réseau de neurones en mettant des couches comme ci, comme ça, en mettant des... Alors, il y a plein de techniques d'architecture de réseau de neurones. On peut lui dire il y a eu un problème, mais il peut regarder le vecteur, il ne va pas voir le problème. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès à la manière dont la machine a perçu et fabriqué des modèles qui vont devenir des prédictions, qui vont servir dans plein de services aujourd'hui. C'est une boîte noire. Alors, en disant ça, je prends le ton le plus extrémiste possible, parce qu'en réalité, il y a un effort incroyable et absolument passionnant de la recherche aujourd'hui pour essayer de comprendre ce que font les réseaux de neurones, ou en tout cas de trouver des manières de les auditer ou d'essayer de représenter par un autre système ad hoc ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est quand même un défi d'une importance grave, surtout que, et c'est là un des points centraux des nombreux débats sur l'audit de ces techniques, que vous avez bien compris que c'est Doug Engelbart qui l'a emporté, et donc en réalité, nous éduquons ces modèles. Constamment, à travers toutes vos traces, vos clics, vos déplacements, etc., nous produisons des données, nos sociétés produisent des données qui, numérisées, fabriquent des modèles qui vont ensuite servir à faire des prédictions sur le futur qui peuvent avoir des conséquences multiples et variées. Alors, il y aurait plein d'exemples. Il y en a un qui est célèbre et qui est évidemment très illustratif, donc que je vais prendre. Un débat aux États-Unis autour d'un système qui s'appelle Compass. C'est la base de données des récidivistes après libération conditionnelle aux États-Unis. On a l'ensemble de leur dossier judiciaire, on a toute une série d'informations sur les prévenus, et puis le juge doit prendre une décision, libération conditionnelle ou pas. Voilà. Et puis, et on a ça sur 40 ou 50 ans. C'est des décisions qui ont été prises par des juges pendant 50 ans dans l'ensemble des cours de justice américaines qui sont, vous savez, en plus, extrêmement différentes dans la manière d'appliquer des législations qui sont elles-mêmes différentes. On a appris de nos sociétés des décisions des juges. Voilà. Les modèles ont été fabriqués sur des décisions anciennes et ils doivent servir à faire des prédictions sur des décisions actuelles ou futures. Tout montre que ce modèle est raciste. Et il n'est pas raciste à cause des réseaux de neurones, mais il est raciste à cause des données d'apprentissage. 40 ans d'histoire judiciaire américaine montrent que les libérations conditionnelles ne sont pas faites, sont toujours en défaveur des populations noires américaines. Et du coup, le modèle a appris du passé pour faire des prédictions futures qui sont problématiques. Et donc, d'une certaine manière, une partie du débat sur l'audit et l'éthique des algorithmes, c'est aussi un débat sur comment nous voulons les éduquer. On les éduque en fait avec nos données. Si on leur donne des données de sociétés injustes, racistes, sexistes, pourries, etc., on fabrique des modèles pourris. Voilà. Et on peut essayer de redresser, imaginer redresser, mais en même temps, on sait que la performance de la prédiction est aussi liée aux comportements qui ont été appris par le système, ce qui est un enjeu important, et qui est un enjeu dans le quatrième point que je voulais faire, mais je vais le faire très très vite, parce qu'il est assez lié à ce que je viens de dire, et en même temps mériterait sans doute plus de débat. C'est que donc vous voyez le modèle, on prend le passé et on fait une prédiction sur le futur, mais que
il y a de grandes chances que les prédictions sur le futur soient en fait la reproduction du modèle du passé. Et ça, c'est une autre critique importante à faire à ces modèles d'apprentissage, c'est qu'en réalité, tout le système qui a été mis en place n'est pas un système de créativité, c'est un système fondamentalement conservateur en réalité. On prend la pente des destinées de nos sociétés comme étant les données qui servent à fabriquer les projections sur le futur, et donc il y a assez peu de chances en réalité qu'on produise de l'innovation, de la rupture et une créativité forte, même si en réalité, mais là il faudra entrer dans des réseaux de neurones plus complexes, on peut faire jouer un réseau de neurones contre un autre réseau de neurones et faire de l'art numérique très original en réalité, dans lequel là il y a une production créative du réseau de neurones. Mais il y a quand même beaucoup de chances que ce soit conservateur. Alors, c'est conservateur pour une raison particulière, et qui est que nous sommes conservateurs. En fait, nous sommes réguliers. Voilà, c'est une leçon de sociologue. Et que du coup, nos régularités fabriquent des règles ou fabriquent des traces que les algorithmes peuvent apprendre, non pas sous forme de règles, mais de modèles, comme ils le font actuellement, et produire des prédictions qui sont relativement pertinentes, avec le risque de nous enfermer, du coup, dans des bulles qui correspondent à la régularité de nos comportements passés. Alors, il y a un débat classique, je fais quand même mon petit topo, parce que comme on en entend parler tout le temps, et que les chercheurs ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'on dit sur ces sujets, Facebook nous enferme dans une bulle de filtre. Voilà. Et c'est l'algorithme de Facebook qui est responsable de l'enfermement dans une bulle de filtre. L'algorithme de Facebook a plein de défauts, donc je ne cherche pas du tout à le défendre dans cette affaire. Mais une recherche très solide, que je ne vous détaille pas la méthode, mais extraordinairement solide, qui est faite sur 10 millions de comptes Facebook, etc., essaye de comparer en bleu le nombre de liens vers des médias libéraux, donc démocrates, en tant que démocrates, vus par des conservateurs, et le lien vers des médias... le lien vers des médias conservateurs vus par des démocrates, et le lien vers des médias démocrates vus par des libéraux. Je vais essayer d'être plus clair. Mais l'important, c'est la pente des affaires, des courbes. Là, c'est une situation initiale. Et ici, on a les proportions d'informations conservatrices vues par des libéraux, et ici, d'informations libérales vues par des conservateurs, une fois qu'on a choisi ses amis sur Facebook. Et donc, on voit très bien que par rapport à la situation initiale, la fermeture de la bulle, elle n'est pas liée à l'algorithme, elle est liée au fait que nous avons des comportements sociaux qui sont réguliers. Parmi ces comportements sociaux, il y en a un qui est important, c'est l'homophilie. On choisit des gens qui nous ressemblent. Et ils nous ressemblent aussi, en partie, sur les questions d'attitude, d'humeur ou de valeurs politiques. Et donc, on produit soi-même, l'utilisateur produit lui-même un mécanisme d'enfermement. L'effet de l'algorithme, c'est juste ça. Donc il y a bien un effet de l'algorithme. On voit bien que ça réduit la part conservatrice pour les démocrates et démocrate pour les conservateurs, mais finalement ça ne la réduit pas tant que ça, dans le débat qui est montré. Et de façon très cruelle, les chercheurs, ils ont regardé si vous aviez cliqué sur le lien qui vous avait été proposé. Et là, encore une fois, du coup, c'est nous, les agents humains, qui avons la barre. Et on s'enferme encore plus dans une bulle, parce que quand on est démocrate, on va cliquer sur des liens démocrates de façon plus forte et réduire la bulle. Donc, il y a un couplage dans cette affaire. Voilà. C'est le message que je cherche à faire passer, c'est qu'en réalité, les intelligences artificielles sont dans notre monde, elles nous calculent, mais elles ne nous calculent pas complètement au hasard, elles nous calculent à partir des actions et des activités que nous faisons. Et donc, nous sommes constamment dans une boucle de rétroaction qui peut être très dangereuse et conservatrice, je l'ai dit, qui peut aussi être productrice de choses intéressantes, mais qui est constamment un enjeu de ce type-là. Alors je voudrais finir avec mon dernier enjeu, parce que je sais que c'est toujours au cœur de plein de débats. Vous allez voir, ma réponse est un peu bizarre, parce qu'en fait, on n'a pas de réponse. Enfin, on peut faire un petit pronostic, mais moi, je ne suis pas économiste, donc je vais le faire rapidement. Mais les robots vont prendre notre travail. Donc on repart dans l'imaginaire du robot. Mais c'est évidemment au cœur du débat sur nos sociétés. Et ça n'a rien de nouveau. Là aussi, l'histoire parle de façon forte. 1928, 1940,
1957, 1961. À chaque vague de l'IA, on a le débat. C'est à peu près posé dans les mêmes termes. Les emplois vont disparaître de façon forte, et 2017, évidemment, c'est revenu de façon forte. Alors, c'est un débat compliqué parce qu'évidemment, on ne sait pas de quoi sera fait le futur, mais on sait de quoi est fait le passé. Voilà. Les historiens de l'économie n'ont jamais vu le marché de l'emploi se réduire avec tous les nombreuses vagues d'automatisation qui ne sont pas de l'IA, mais qui sont de la machine-outil, etc., de l'équipement, qui sont venus automatiser et transformer radicalement, déplaçant les paysans en ouvriers employés, les ouvriers employés en employés de service, etc. Enfin, tout ce grand déplacement de l'histoire des emplois n'a jamais fait disparaître le volume d'emplois. Voilà, ça n'a pas diminué. L'hypothèse qui est constamment faite, dans l'histoire que je viens de vous rappeler, c'est cette idée que tout d'un coup, on aurait vraiment des machines qui réduiraient la taille du volume d'emplois dans nos sociétés. Et comme toujours dans les débats sur l'IA où les exagérations sont très fortes, deux chiffres de Frey et Osborne ont connu un succès absolument majeur, qui est de dire que dans 20 ans, il y a 47% des emplois qui vont disparaître. Et là, il parle bien d'une disparition des emplois. D'une disparition des emplois. C'est 42% pour la France dans les chiffres de Frey et Osborne. Bon, c'est un débat interminable entre prospectivistes, économistes, etc., mais dans lequel il est nécessaire sans doute de garder raison aujourd'hui. Et donc les chiffres les plus... Enfin, on a maintenant beaucoup plus de chiffres plus sérieux, mais moi je vous invite à lire ceux du Conseil de l'orientation pour l'emploi. L'OCDE a fait les mêmes. Et qui nous dit que, en réalité, moins de 10%, 9% et quelques, des emplois vont effectivement disparaître. Mais en fait, c'est finalement pas ça la bonne information. L'information, c'est que 50% des emplois vont être transformés. Voilà. Disparaître, c'est une manière de se faire peur, encore une fois, avec la machine autonome qui va remplacer le travail. C'est qu'en réalité, on assiste à des transformations du travail dans plein de situations, mais vous connaissez ça bien. Et du coup, on retombe dans ces problèmes de construction de l'imaginaire de l'IA, c'est qu'on aime à penser le robot, 42%, et on va voir plutôt toutes les techniques nouvelles qui vont accompagner le travail, et plutôt à 9%. Mais si on veut quand même un diagnostic un peu pessimiste, mais je ne voudrais pas finir sur une note pessimiste, mais pessimiste, c'est que la courbe en U des emplois ne cesse de se renforcer. Et qu'il est assez certain que l'automatisation informatique en général, dont l'IA fait partie, mais n'est qu'un élément, contribue au renforcement. Les emplois à très très faible qualification sont, vous le savez, en augmentation, service à la personne, etc. Les emplois très qualifiés continuent aussi à augmenter, mais en volume plus mineur. Et je dis en passant toute l'histoire, les radiologues ne sont pas menacés. Le travail des radiologues est en train de changer parce que l'IA est en train de le faire. Et que ce sont toutes les professions intermédiaires, notamment quand elles ne sont pas en contact avec les clients, les professions d'administration et d'emploi du secteur privé ou du secteur public, qui sont en revanche en diminution et en automatisation très très forte. Je ne détaille pas cette belle enquête de mes collègues de Sciences Po, mais c'est aussi les gens qui ont le plus peur de l'automatisation qui votent le plus pour l'extrême droite. Cette relation est évidemment au cœur des tensions actuelles de nos sociétés. J'ai été trop long, mais je voulais juste finir avec mon image fétiche. C'est que, bon, voilà, on a des calculateurs, on a... J'ai pas essayé d'être trop dramatique, mais on a quand même un nouveau monde de la donnée et du calcul et de la prédiction qui est en train de se mettre en place et dont nous payons le prix de la personnalisation d'un échange absolument inégal de nos données personnelles avec les grands services qui nous calculent. Donc là, voilà. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours beaucoup de jeux dans la relation que les humains, les acteurs ont avec ces nouveaux environnements sociotechniques. Voilà. Et donc mon image favorite, c'est celle des contre-conduites, parce qu'on a constamment des attitudes qui nous permettent de ne pas être complètement calculés, et une agentivité, en réalité, qui nous permet d'être à côté du calcul, de ne pas être complètement guidé par les systèmes techniques, comme cette petite fille qui s'est déguisée en hot dog pour le jour de la fête des princesses.
Voilà, je vous remercie. Merci de votre écoute. Quelques questions? Interrogations? Bonsoir. Deux questions. Une première, quelle est votre définition de l'intelligence? Et une seconde, le professeur Zuboff de l'Université d'Harvard a aujourd'hui bien mis dans le débat public le thème du capitalisme de surveillance. Ne pensez-vous pas que l'intelligence artificielle aujourd'hui n'entraîne pas plus de mal que de bien en traquant les citoyens? Nous sommes à la Maïf en général assez sensibles à cette problématique. Qu'en pensez-vous? Je pense que nous n'avons pas de définition de l'intelligence. Et je pense qu'il faut partir de là, et qu'évidemment, une grande partie du débat, c'est que nous évoluons dans plein de manières de définir un certain nombre de nos activités cognitives, mais qui en réalité sont plutôt... Alors voilà, la réponse que feraient les neurosciences, c'est de dire, ou les philosophes des neurosciences, qui est Fodor par exemple, il dit en fait l'intelligence est modulaire, c'est-à-dire qu'en fait c'est un ensemble de modules qui ont des fonctions très très différentes. Et alors après on peut dire il y a peut-être un surmodule qui serait au-dessus, voilà, mais en réalité on a des facultés rationnelles et logiques de raisonnement, et c'est ce qu'a essayé l'intelligence artificielle symbolique, mais il y a plein d'autres choses qui sont centrales, et il y a par exemple... Parmi beaucoup d'autres choses qui définissent l'intelligence, il y a quelque chose que les gens de l'intelligence artificielle aussi essayent de craquer depuis des années, qui s'appelle le sens commun. Et le sens commun, c'est un certain nombre de savoirs qui ne sont pas des règles, mais qui sont voilà, une sorte de manière pratique et un sens pratique qui sait que une voiture autonome, elle a un livreur, camion-livreur qui se bloque devant elle, et puis il va prendre son café, et puis il reste là. Elle n'a pas le sens commun de se dire il pourrait reculer, repasser à côté, ou passer sur la ligne qui est interdite parce que c'est pas la bonne ligne, mais en faisant bien attention. Bon, voilà. Il y a toute une série de choses voilà, qui sont dans nos manières d'activer des heuristiques qui définissent aussi l'intelligence, et je ne parle pas de l'intelligence émotionnelle. Alors, le livre de Shoshana Zuboff, c'est compliqué parce que là, il faudra entrer dans un débat. Donc, Shoshana Zuboff est une très importante chercheuse américaine qui a écrit un pavé de 600 pages, extrêmement virulent, pour essayer de redéfinir le capitalisme qui a exploité la terre puis le travail comme étant une nouvelle forme d'exploitation de la donnée. Et donc, en fait, c'est une tentative de s'inscrire, on pourrait dire, dans l'histoire marxiste des transformations de l'exploitation, en disant qu'aujourd'hui, la donnée est la nouvelle valeur centrale des transformations du capitalisme digital. En disant ça, elle touche juste, voilà, mais elle touche beaucoup trop partiel. Voilà. Donc là, les reproches nombreux qui lui sont faits, c'est qu'évidemment, c'est une sorte d'exagération massive, même si ce qu'elle raconte, c'est qu'évidemment, la plus-value qui sont faits par les grands acteurs du web que j'ai à peine évoqués, là, et effectivement une plus-value qui s'appuie sur l'extraction de nos données personnelles et leur transformation en valeur sur plein de marchés. Et donc, c'est d'une certaine manière plus cette nouvelle relation à l'économie de la donnée qu'elle essaye de pointer, même si entre la donnée et la plus-value, il y a l'intelligence artificielle qui les a transformées. Et c'est là qu'il y a beaucoup de débats en réalité. On voit bien, je ne vais pas les ouvrir tous, mais vous avez un débat qui est très, très intéressant et très central, et qui serait une bonne réaction politique en réalité à cette extraction prédatrice des données personnelles, qui serait de dire si nous travaillons pour les algorithmes qui nous calculent, il faudrait que chacune de nos données, on soit rémunéré pour ça, pour ne pas travailler gratuitement pour les algorithmes. Et en même temps, quand on essaie de faire le calcul économique de cette affaire, donc de se dire quelle est la valeur de mes données personnelles, en réalité, ça ne vaut rien. Voilà, ou ça vaut quelques centimes d'euros. Parce que ce qui fait la valeur, c'est l'agrégateur de centaines de milliers ou de millions de données. Donc en fait, la transformation centrale, ce n'est pas vos données à vous, c'est d'en avoir énormément, d'où qu'elles viennent. Voilà, d'où qu'elles viennent.
Et du coup, il y a un effet, on pourrait dire, statistique massif qui donne à ces opérateurs des positions monopolistiques extrêmement contestables et critiquables, mais qui sont au cœur du modèle de Shoshana Zuboff. Je ne sais pas si je réponds bien, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur cet ouvrage que c'est un peu long. Comment différencier l'homme de la machine? À quel moment l'intelligence devient-elle artificielle? Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont une intelligence artificielle? C'est-à-dire, en réalité, les réseaux sociaux utilisent plein de techniques qui relèvent des méthodes d'apprentissage que j'ai décrites sur l'intelligence artificielle. Ils ne l'ont pas toujours été, mais ils le sont de plus en plus. Donc, ce qui est central dans les transformations numériques contemporaines, c'est qu'en réalité, on est en train de remplacer plein de systèmes algorithmiques qui étaient faits sur des méthodes plus rustiques, on pourrait dire, par des méthodes à base de données et d'apprentissage de façon forte. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, la suggestion d'amis est faite par de l'intelligence artificielle, la publicité personnalisée est faite par de l'intelligence artificielle, et surtout le ranking, enfin le classement des informations qui vont apparaître dans les fils d'actualité est faite par de l'intelligence artificielle. Et peut-être de bien redire, chaque fois, elle se couple à vous. Hein, c'est-à-dire, j'ai donné le modèle de Spotify, Deezer tout à l'heure, mais peut-être prenons le modèle de Google, qui n'est pas un réseau social, mais prenons le modèle de Google. Google va apprendre. Google a un incroyable algorithme qui classe par l'autorité les liens à partir d'un mot-clé que vous avez tapé. Et il va regardez si dans les liens proposés, vous avez cliqué sur le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième lien. Donc vous lui donnez, en cliquant, on est là dans le modèle Zuboff aussi, hein, en cliquant, vous donnez une information qui rentre dans le système de Google, qui, si vous êtes beaucoup à cliquer plutôt sur le troisième lien pour le même mot-clé que sur le premier, ben Google va apprendre et va se dire le troisième devrait passer en premier. Et donc en réalité, nous sommes dans une boucle cybernétique, hein. On fait une prédiction, on mesure si la prédiction est juste ou pas, on transforme le modèle et on revient vers les utilisateurs dans ce type-là. Et donc, est-ce qu'on devient... Voilà, alors moi je ne suis pas dans les métaphores, mais je sais d'une sorte d'incorporation de l'intelligence artificielle et des humains, mais on voit bien qu'on est en boucle avec les systèmes techniques. C'est-à-dire, dès qu'on fait quelque chose, en fait, on nourrit le système pour qu'il l'apprenne. Et je vous rappelle, si j'ai été clair, que c'est le modèle de Doug Engelbart dans l'histoire de l'informatique, c'est-à-dire que la machine n'est pas intelligente toute seule. Voilà, on ne lui a pas transféré de l'intelligence, mais en réalité, elle se couple, pour le meilleur ou pour le pire, à nos actions, à nos désirs, à nos souhaits, à nos activités, et du coup, elle fabrique des modèles, et nous cliquons, ne cliquons pas, sur les propositions que les réseaux sociaux nous font. Dans les réseaux sociaux, il y a aussi énormément d'intelligence artificielle dans la reconnaissance d'images. Hein, vous voyez quand ça vous met le nom de vos amis ou des gens sur les photos, etc. C'est des techniques de computer vision qui sont exactement celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Au niveau politique, est-ce que les algorithmes auraient tendance plutôt à renforcer des positions justement novatrice ou extrême, ou plutôt à lisser en fait vers une sorte de consensus ou de ventre mou et à faire aller finalement tout le monde vers des positions identiques? La position des très très nombreux travaux de recherche sur les algorithmes est un peu en décalage avec certaines des craintes qui sont fabriquées dans l'espace public. Au nom de l'argument que j'ai essayé de formuler là, c'est qu'il y a une boucle. Nous sommes dans la boucle. On ne peut pas dire... D'une certaine manière, c'est une des... On fait beaucoup trop ça. Voilà, on fait beaucoup trop ça. C'est de la faute de l'algorithme. C'est de la faute de Facebook, c'est de la faute de... etc. Il y a un article de Shoshana Zuboff dans le New York Times, mais vraiment, c'est l'article le plus dramatique qu'elle a écrit. C'est « Mark Zuckerberg est responsable du 6 janvier 2021 ». C'est-à-dire qu'elle fait le lien direct entre Facebook et toute une série de militants d'extrême droite, etc., qui sont venus prendre le 6 janvier. Bon, il y a quand même beaucoup de médiation dans cette affaire. Alors, le débat, c'est qu'on pense, et il y a pas mal d'endroits où les algorithmes sont réglés sur les objectifs, étant réglés sur les objectifs commerciaux des plateformes, ça a des effets de bord politiques
extrêmement dramatique parce que ça peut servir et que savent très bien utiliser des activistes politiques pour essayer de transformer les classements. Et donc l'alt-right américaine a massivement joué avec les algorithmes pour renforcer la visibilité des thèses de l'alt-right américaine. Les gens de sciences politiques, quand même, n'arrivent pas à faire un lien direct entre ces transformations de l'information et le vote pour Donald Trump. Il y a quand même un acteur majeur qui a Fox News, Donald Trump, son compte Twitter, etc. C'est pas simplement les algorithmes, c'est la société américaine et son personnel politique et le Parti républicain aux États-Unis qui ont d'abord une grande majorité, une grande responsabilité dans l'affaire. Ce que je cherche toujours à dire, c'est que on se défausse à trop bon compte sur les algorithmes pour dire bon ça va, on règle l'algorithme de Facebook et puis c'est parti, on a à la fin de la polarisation politique, des mouvements extrémismes et des populismes massifs de nos sociétés. Il suffit de réparer Facebook et on aura réparé nos démocraties. Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Ceci étant, on a montré que ça avait des effets de bord liés en fait au fait que les algorithmes réglés notamment pour Facebook privilégie ce qui est hargneux, ce qui va faire du clic, ce qui va faire de l'audience, ce qui va faire de la visibilité. Ils ne s'intéressent qu'à l'argent. Hein. Et que du coup, si vous faites des messages politiques hargneux, radicaux, extrémistes et provocateurs, il est probable que votre viralité va être encouragée et amplifiée par les algorithmes. Voilà. Après, le débat, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, sous l'effet de la critique, ils ont modifié technique-là en partie, et notamment on le voit beaucoup sur YouTube. YouTube a été, et ça a été vraiment bien démontré, jusqu'en 2019, l'été 2019, l'algorithme de YouTube pouvait favoriser, pour plein de raisons qui sont liées au réseau de neurones et aux bases de données initiales, favorisait, si vous regardez une vidéo extrémiste, vous aviez ensuite des recommandations qui étaient constamment des vidéos extrémistes. Et du coup, et là on voit bien que la critique que nous faisons, comme la petite fille en hot dog, à l'égard que font nos sociétés, nos États, nos gouvernements et nos utilisateurs à l'égard des plateformes, font qu'ils ont réglé le curseur autrement, et du coup maintenant il est plutôt orienté, donc les résultats des recherches actuelles, c'est que YouTube recentre complètement, donc il fait perdre aussi de la diversité, c'est-à-dire il ramène, ayant peur de la critique, il ramène vers les très grands médias centraux les recommandations de façon très très forte aujourd'hui, et donc ce qu'on appelait le rabbit hole, le trou de lapin, qui permettait de radicaliser des gens qui étaient en recherche d'informations radicales, a été coupé pour revenir vers les médias centraux aujourd'hui. Après, il faudrait prendre algorithme par algorithme, mais je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Avez-vous des conseils de lecture ou des films à proposer pour approfondir justement le sujet de l'intelligence artificielle? Il y a un bon livre sur l'intelligence artificielle de Jean-Gabriel Ganassia, ça c'est vraiment très bien et qui est assez simple à lire, qui est plutôt sur la singularité, mais qui est aussi sur l'intelligence artificielle. C'est une histoire qui est pas encore bien faite, voilà. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle je vous ai ennuyé avec cette histoire, c'est d'essayer de déplacer le regard des films de science-fiction vers ces techniques d'apprentissage qui sont ce qui est en train de se jouer massivement aujourd'hui. Les algorithmes agissent surtout avec les minorités agissantes. Attendez, je ne vous entends pas. Oui, ceux qui sont des minorités agissantes, par exemple, vous dites, pour les gens qui font des trucs on n'est pas trop d'accord, qui sont un peu violents, il n'y a qu'une minorité de gens qui pensent comme ça. Et l'algorithme a tendance à aller vers les gens qui agissent dans ce sens-là. Absolument, oui. C'est important que vous souligniez ce point. Et je pense à une autre chose. Est-ce que les algorithmes n'ont pas tendance à nous traiter un peu comme des moyennes et des pourcentages? Est-ce que ça favorise les minorités agissantes? Oui, pour la raison évoquée tout à l'heure, c'est que ça prend vos comportements. Vous voyez bien qu'en fait, la base de ces systèmes, c'est cette énorme capture de données numériques, mais il faut que vous laissiez une trace. Voilà. Si vous ne dites rien, si vous ne cliquez pas, si vous n'agissez pas, si vous ne donnez pas un élément d'information, vous n'êtes pas dans le modèle. Et du coup, tous ceux qui sont très agissants vont produire énormément de points de données, et tous ces points de données viennent nourrir le modèle. Et donc on a des études, mais c'est plutôt sur la question politique évoquée tout à l'heure, mais maintenant extrêmement robustes,
pour montrer qu'une partie de la polarisation sur un réseau social particulier qui est Twitter est en réalité produite par une toute petite minorité d'individus, mais qui ont un comportement numérique absolument hors norme. Hein, ils retweetent une centaine de choses, mais vraiment en 10 minutes. Hein, et que du coup, effectivement, ils vont agir. Donc on est toujours dans ce même modèle, la boucle rétroactive. Ils vont agir, ils vont donner du signal à l'algorithme qui va du coup les recommander ou les pousser dans les trending topics de façon forte. Et cet effet, et maintenant les recherches commencent à le montrer, ils ont pour conséquence de rendre silencieux tous ceux qui ne sont pas dans ce débat des extrêmes. Hein, et donc on le voit très très bien, si on a une polarisation politique sur les réseaux sociaux, elle est en partie produite par la guerre un peu hargneuse et brutale, enfin la brutalisation du débat, on pourrait dire, que produisent ces deux extrêmes, qui du coup ont pour conséquence que tous les gens qui ont des positions plus modérées, intermédiaires, complexes, etc., préfèrent ne pas entrer dans la polémique et du coup vont utiliser Twitter pour parler d'autre chose que d'information et de politique. Et du coup, ce silence renforce l'effet de polarisation, qui est une polarisation du coup perçue, qui n'est pas la polarisation réelle des utilisateurs. Dans cette affaire, votre deuxième question, c'était est-ce qu'on est réduit à des pourcentages et des moyennes? La pourcentage et les moyennes, c'était les statistiques de Quetelet et que j'ai rappelé tout à l'heure, de la loi normale et d'une sorte de distribution des catégories et des classes à l'intérieur d'une loi normale. L'IA, son rêve, c'est de ne pas être dans cette idée qu'on fait des catégories avec des distributions sous la forme de loi normale, mais qu'on va pouvoir avoir suffisamment de dimensions pour catégoriser les individus, enfin pour ne pas catégoriser les individus, mais pour les calculer de façon plus personnelle, et justement de leur donner des choses qui leur ressemblent plus. Hein. Et d'une certaine manière, je reviens au débat sur l'information, vous voyez bien qu'on est au cœur même des enjeux autour de l'espace public et de la démocratie, c'est-à-dire que on a deux thèses complètement contradictoires qui disent deux choses absolument contradictoires, qui sont un peu toutes les deux vraies en même temps, mais du coup c'est quand même ennuyant d'avoir ces deux choses en même temps, qui est de dire le danger d'Internet et des réseaux sociaux, c'est qu'on a ouvert l'espace d'expression à tout le monde, et que comme tout le monde peut accéder à tout type d'information, on a un débat qui est devenu sauvage, polarisé, extrême, parce que tout le monde peut trouver de l'information qui lui ressemble et qui peut être radicale et qui peut être non consensuelle et qui peut faire partir dans des logiques extrêmement multiples. Et donc vous avez beaucoup de gens qui disent c'était mieux quand il y avait le journal du soir de TF1, de France Télévisions, etc., et que tout le monde regardait vers la moyenne, vers la loi normale, parce qu'on avait une information partagée et pas une balkanisation d'espaces informationnels différents dont certains sont de qualité multiple. Et entre ces deux images, est-ce qu'on ramène vers le centre? Est-ce qu'il faut ramener tout le monde dans un commun pour avoir un espace d'information partagée? Ou est-ce qu'il faut calculer chaque individu pour lui donner quelque chose qui ressemble à ses propres avis? On satisfait d'une certaine manière un principe essentiel de l'individualisme qui serait l'autonomie de chacun et de lui donner de façon plus autonome. Et en même temps, on passe son temps à se dire il faudrait quand même ramener vers la moyenne. Et donc les gens qui regardent que des contenus extrêmes, il faudrait leur mettre des contenus du bord opposé. Il faudrait, vous voyez qu'on est toujours dans une discussion. Est-ce qu'on laisse la personnalisation se faire complètement au risque de l'éclatement de la société, ou bien est-ce qu'on réimpose des cadres pour obliger à la diversité, pour ramener vers les valeurs normales, les modalités centrales? Et c'est une partie des questions qui se posent beaucoup dans le réglage des techniques algorithmiques. Hein, je n'ai pas pris l'exemple, j'ai pris tout à l'heure un instant l'exemple du moteur de recherche de Google. On a beaucoup dit, mais alors là, vraiment, c'est faux, aucun chercheur n'arrive à le prouver, qui nous personnalise. Hein. Alors, il personnalise la localisation, c'est-à-dire que ça, c'est sûr que si vous tapez plombier, vous n'aurez pas un plombier texan. Hein. Donc, il y a des éléments de personnalisation dans le moteur de recherche. Mais en revanche, Google, et ils savent bien qu'ils sont sous contrainte et qu'ils devaient le faire, il va vous mettre, pour les mêmes mots-clés, des articles du Figaro et des articles de l'Humanité, normalement à peu près correctement, même si vous ne cliquez que sur les articles du Figaro ou que sur les articles de l'Humanité. Donc, il y a aussi des réglages qui sont des paramètres
que mettent en place ces grands systèmes techniques. Et c'est pour ça que c'est si important de les critiquer, c'est-à-dire de les vérifier, de les auditer, d'être sûr qu'ils font bien ce qu'ils disent et qu'ils ne sont pas en train de nous raconter des histoires, ce qui est déjà arrivé de multiples fois. Voilà. Qui va devenir responsable? Par exemple, pour la voiture autonome, est-ce que c'est le programmeur? Est-ce que c'est la boîte de programme? Ou est-ce que c'est le conducteur? Ou est-ce que c'est... parce qu'on ne peut pas accuser un algorithme juridiquement. Ou est-ce que c'est en train d'être pensé? Pour l'instant, la discussion est plutôt très raisonnable, c'est-à-dire de renvoyer la responsabilité aux fabricants et dans ces dispositifs. Mais on va avoir des situations de plus en plus mixtes sous ce rapport-là. Peut-être de dire que, du coup, ce qu'essayent de faire les institutions aujourd'hui, parce qu'évidemment, elles ont pris le sujet assez sérieusement aujourd'hui, hein, donc il y a eu un règlement qui est le AI Act de la Commission européenne qui est en train d'être discuté, qui, parmi des grands textes européens, il y a plusieurs grands textes européens qui viennent réguler aujourd'hui ces questions, le DSA, le DMA et l'Intelligence Artificielle Act. Et l'idée, en réalité, qu'essaie de mettre en place cet acte, qui est assez raisonnable, je trouve, c'est de se dire, on ne va pas définir de l'éthique avec des grands principes d'emblée, d'un seul coup, forts, comme celui que vous indiquez, c'est-à-dire donner une personnalité juridique aux algorithmes, mais on va faire une évaluation des risques des systèmes. Et donc, il y a des algorithmes dont, quand ils se trompent, les risques sont, en tout cas, les dégâts qu'ils causent sont de faible envergure. Voilà, une publicité ciblée vous a mis un truc qui est complètement à côté de la plaque, vous n'allez pas vous plaindre. Voilà. Mais, donc, il y a toute une série d'algorithmes qui produisent énormément d'erreurs. Hein. J'ai oublié de le dire, c'est probabiliste, donc il y a des faux positifs, des faux négatifs. Ça fait plein d'erreurs de prédiction, ces trucs-là. Et quand les conséquences sont faibles, on va mettre une régulation relativement faible. Voilà. Et puis, vous envoyez un drone parce que vous avez fait une prédiction que cette cible était bien la personne qui méritait de recevoir un drone. Je ne sais pas si les personnes sur la tête. Là, évidemment, les risques sont très élevés et dans ces cas-là, les contrôles et les vérifications et les exigences vont être beaucoup plus fortes. Alors, la voiture autonome reste sans doute dans un espace dans lequel les responsabilités juridiques vont être relativement fortes et qu'elles vont renvoyer non seulement aux fabricants, mais aussi à... Enfin, tout dépend après des systèmes qui sont mis en place pour les voitures autonomes, aussi à l'organisation de l'espace urbain et de l'ensemble de l'environnement socio-technique qui permet aux voitures autonomes d'être soi-disant autonomes, parce qu'elles ne le sont pas complètement en fait. Est-ce que nos politiques et nos médias n'ont pas tendance à confondre un peu corrélation et causalité quant aux résultats justement des expériences d'intelligence artificielle sur des groupes humains? Le débat corrélation-causalité est absolument essentiel en statistique, mais vous voyez que quand j'ai dit que c'est une boîte noire, hein, c'est qu'on a perdu la causalité. Hein. On a la corrélation, mais on a complètement perdu la causalité. Et donc une partie du débat sur ces techniques, c'est qu'effectivement, elles font une prédiction à partir de données initiales. On peut mesurer la qualité de la prédiction parce qu'on voit si elle est efficace, pas efficace, vrai, pas vrai, etc., à la fin. Mais expliquer les raisons pour lesquelles l'algorithme a, à partir des données initiales, fabriqué ce type de prédiction disparaît dans le système. D'où le fait, mais là on en a dans les techniques statistiques, qu'une partie des modèles d'audit des réseaux de neurones qui sont aujourd'hui discutés et mis en place, c'est d'essayer de retrouver à côté un système, alors il y a un système qui s'appelle Shapley, par exemple, qui fait ça, les variables qui auraient été centrales dans le calcul du réseau de neurones. Et donc, en fait, on relinéarise, un réseau de neurones, c'est non linéaire, on relinéarise pour arriver à essayer de refaire une équation dans laquelle on verrait les différentes contributions des variables à la décision finale,
mais la réalité du calcul, c'est qu'il est quand même non linéaire. Donc, en réalité, on essaye de comprendre quels sont les éléments qui ont le plus contribué à la décision, mais ce n'est pas une explication centrale. Et puis, s'il y a des mathématiciens parmi vous, évidemment, ce n'est pas non plus une explication mathématique du fonctionnement des réseaux de neurones, parce que là aussi, il y a un débat de recherche extraordinairement complexe sur savoir pourquoi ça marche aussi bien, ce truc, parce qu'on ne sait pas encore très très bien expliquer la raison au Collège de France, vous avez un cours, là j'oublie le nom de ce mathématicien, qui part de la théorie des ondelettes pour essayer de comprendre en fait comment fonctionnent les réseaux de neurones. C'est un défi mathématique important. Mais là, on est dans l'explication mathématique et pas dans l'explication de la relation. Mais donc, vous avez des systèmes... Voilà, c'est un peu absurde. Moi, autrefois, je prenais un exemple qui était typique, mais là, on n'a pas forcément besoin de réseaux de neurones. C'est que vous avez des bases de données absurdes, qui est, il a voyagé au Portugal, il a une voiture rouge, il va souvent au cinéma, et vous avez une corrélation, il va consommer des glaces à la framboise. Bon, voilà. Vous avez les données, vous avez le résultat, vous avez un score qui ne doit pas être très fort quand même, mais les publicitaires ont des scores toujours minables dans leur truc, mais ils s'en moquent, ils nous bombardent. Si vous avez un score un peu positif sur la corrélation entre Portugal, j'ai oublié mes variables, cinéma, etc., et glace à la framboise, ils vont vous afficher systématiquement quelque chose, sans avoir besoin de comprendre, voilà, sans l'explication. Et évidemment, c'est, voilà, peut-être dire aussi que c'est un enjeu du côté des chercheurs, et quel qu'il soit en réalité. C'est quand même, et c'est un moment un peu vertigineux, quand même. On est face à des systèmes dans lesquels on nous demande de considérer que les résultats sont efficaces sans qu'on soit capable d'expliquer pourquoi, quel cheminement, quel raisonnement a permis d'avoir ce résultat et cette efficacité. Les gens de la publicité ne cherchent pas à les défendre, parce qu'ils sont je pense que leur métier est indéfendable, mais les gens de la publicité qui font... comment on appelle ça là, vous savez que le bon publicitaire, c'est quelqu'un qui a une sorte de sens, mais très très fin en réalité, du marché. Vous lui amenez un produit et il vous dit il faut aller l'afficher à tel endroit, parce qu'on va toucher tel type de public, il y a tel type d'intérêt, tel type de classe d'âge, tel type de niveau de revenu. Donc c'est le média planeur. Le média planeur, il a une connaissance de son public, de son marché, il sait trouver des explications pour mettre en relation des gens et des produits. Bon, ces gens sont en train de disparaître. Le système que je vous ai montré tout à l'heure, on prend les données, on a le truc à afficher, et on ne sait pas pourquoi ça marche, mais on l'envoie comme ça, de façon forte. Donc on a des corrélations, on n'a plus de causalité. Alors je rajoute une petite chose par rapport à ce que j'ai pu entendre. Si j'ai bien compris, YouTube, il y avait un certain nombre de problématiques. Je fais le lien avec Google, le classement 1, 2, 3. Je vous encourage à découvrir la conférence de ce soir sur la chaîne YouTube de la Maïf, où vous pourrez retrouver un certain nombre d'autres conférences sur le thème de l'intelligence artificielle qui complètent les points de vue ou le point de vue qui vous a été développé ici ce soir. Et puis, ce faisant, vous aurez placé la chaîne YouTube en position peut-être numéro 2 ou peut-être 1, on ne sait pas. Merci à tous. J'oubliais quand même de dire qu'au niveau de l'accès à l'éducation et l'éducation numérique, la Maïf a un certain nombre de problématiques dans lesquelles s'inscrivent cette conférence de ce soir, qu'on essaie de défendre et de multiplier par un certain nombre d'interventions. Pas plus tard que hier, on était à la Chambre de commerce et d'industrie avec des interventions sur les cyber-risques, en direction des enfants aussi précédemment. On essaye de faire viraliser à notre modeste niveau tout ce qui est connaissance et sensibilisation aux risques informatiques et puis à la connaissance de l'informatique de façon plus globale.